Bonjour tout le monde. Bon, merci bien de nous être déplacés en si grand nombre pour voir la présentation. Présentation qui s'imbrique dans un projet de longue haleine. Aujourd'hui, je vais présenter la phase 2. J'avais déjà présenté la phase 1 il y a quelques années. Donc, évidemment, je suis la personne qui présente devant vous, mais les travaux sont issus d'une collaboration entre plusieurs personnes. Je peux nommer Sylvia, Simon, Philippe, Lucille, Mark Spence qui provient de Triple I. Triple I qui finance le projet, puis qui est une organisation, en fait un institut de recherche à part entière dévoué à l'utilisation sécuritaire des ocyanates. Puis ils sont financés principalement par le milieu privé. Donc, en termes d'introduction, je vais m'assurer que tout le monde parle le même langage. Donc, on va introduire un petit peu la nomenclature des ocyanates. D'un niveau moléculaire, les ocyanates sont composés d'un atome d'hydrogène, d'un atome de carbone et un atome d'oxygène, tous séparés par des doubles liaisons. Lorsque la molécule comporte une seule fonction isocyanate ou fonction NCO, on appelle ça un monoisocyanate, qui ne sera pas traité dans cette présentation aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plus s'attarder aux diisocyanates, donc les molécules qui comportent deux fonctions isocyanates et dont leur structure est soit aliphatique ou aromatique. Puis on va aussi traiter d'oligomères. Donc les oligomères, c'est des motifs qui contiennent trois ou plus de trois fonctions isocyanates. Donc, encore là, aujourd'hui, on ne parlera pas de tous les isocyanates qui sont disponibles sur le marché. On va focusser sur un isocyanate en particulier, soit le MDI. Le MDI il est utilisé dans la fabrication de différents matériaux polyuréthane, comme par exemple la mousse isolante pulvérisée ou encore les colles et additifs. Dans le cas de la mousse isolante pulvérisée, il est utilisé généralement dans un ratio 50-50 entre le monomère et les oligomères. C'est un procédé qu'on appelle adurcissement rapide, qui génère des aérosols aux environs de 10 microns. Pour ce qui est de la colle et des adhésifs, donc le MDI est utilisé dans un ratio environ 85-15 avec un polymère phénol formaldéhyde. Et puis les procédés génèrent généralement des vapeurs et des petites particules en bas de 1 micron. Ce qui est très important quand il va venir le temps de sélectionner le système de prélèvement en question. Donc, au niveau de la toxicité, les monomères et les oligomères de MDI sont des puissants sensibilisants et des irritants respiratoires et cutanés puissants. Donc, la principale conséquence d'une exposition au MDI, c'est l'asthme professionnel. La plupart des pays ont fixé leur valeur limite d'exposition à 5 ppb pour le monomère. Par contre, la toxicité de l'ensemble des fonctions isocyanates doit être considérée. Donc, on doit considérer autant les oligomères que les monomères, puisque les deux induisent l'asthme. Au niveau de l'échantillonnage, les isocyanates sont des fonctions hautement réactives, donc elles doivent être stabilisées au moment du prélèvement en milieu de travail. Puis par la suite, le dérivé stable doit être analysé en laboratoire. Donc ici, j'ai représenté une réaction chimique qui se produit au niveau de l'échantillonnage. Donc j'ai présenté le 1,2-méthoxyphénylpypérazine que je vais abrévier par MP tout au long de la présentation. Donc ce réactif, cette amine secondaire-là, réagit avec l'isocyanate pour former un dérivé urée. Donc c'est ce qui se produit au sein de l'échantillonneur, puis le dérivé urée est analysé par la suite en laboratoire. Au niveau de l'échantillonnage, il faut quand même garder en tête que le MDI peut être présent dans le milieu de travail sous forme soit vapeur ou aérosol, dépendamment du procédé impliqué. Et puis que c'est important pour déterminer une concentration exacte d'échantillonner adéquatement autant les vapeurs que les aérosols. Au niveau des dispositifs d'échantillonnage, donc, on peut voir dans un premier temps différents dispositifs qui sont disponibles sur le marché. Si on focus sur le barboteur dans un premier temps, le barboteur, je vais vous montrer ici, c'est celui qui est à gauche ici sur la photo. Donc, le barboteur, l'air est prélevé à partir du haut ici. Et puis, l'air vient barboter dans du solvant qui est contenu dans le récipient ici. Et puis, au niveau des ocyanates, les ocyanates sont dissous et dérivés instantanément par le solvant.
ce qui en fait une méthode généralement très, très, très efficace pour la collection. On va même aller jusqu'à l'appeler comme une méthode de référence à laquelle on va pouvoir comparer différentes concentrations dans le cas des comparaisons. Donc, ça prélève efficacement le MDI autant monomère qu'oligomère. Par contre, ça a différentes lacunes, si je peux dire. Donc, il y a des risques de feu et d'explosion qui sont liés à l'utilisation de solvants dans le dispositif. Et puis, c'est pas pratique pour l'échantillonnage personnel parce qu'il y a des risques de fuite quand le travailleur il bouge, tout ça. Donc, une méthode qui avait été mise sur le marché pour, si on veut, contourner les lacunes du barboteur, c'est les méthodes de cassette par filtration avec des filtres à l'intérieur. Donc, on peut voir, ici, c'est la cassette IsoCheck qui est représentée. Donc, on peut voir, on a un filtre, on a le support de plastique sur lequel est mis un filtre imprégné de MAMA pour les vapeurs d'isocyanate et puis un second filtre de Teflon qui sert à échantillonner les aérosols. Donc, c'est bien accepté par la communauté en santé et sécurité du travail pour l'échantillonnage des monomères et des oligomères. C'est facile d'utilisation sans solvant, bien que ça requiert une désorption terrain. Par contre, au niveau de l'échantillonnage du MDI, ça vient sous-estimer les niveaux qui sont mesurés dans les applications à durcissement rapide, comme l'application de mousse isolante, par exemple. Donc, ça a beaucoup d'avantages, mais c'est pas parfait comme méthode. Donc, une autre méthode qui est disponible sur le marché, c'est le A7 EZ4 NCO, qui est aussi une méthode sans solvant. Donc, l'échantillonneur, de la façon qui fonctionne, c'est qu'il y a une partie dénodeur ici à l'avant qui va servir à échantillonner les vapeurs. Puis, à la fin, il y a un filtre où est-ce que les aérosols viennent impacter. Puis, quand on fait l'analyse de cet échantillonneur-là, on vient extraire les ocyanates autant dans la partie dénodeur que sur la partie filtre ici à la fin. Encore là, bon, c'est sans solvant, c'est utile pour l'échantillonnage terrain. Par contre, ça sous-estime les niveaux de MDI comparativement au barboteur dans les applications à durcissement rapide, comme qui avait été démontré dans la phase 1 du projet qu'on avait mené à l'époque. Donc, bien qu'il y ait plusieurs systèmes de prélèvement qui sont disponibles, il n'y en a aucun qui est vraiment parfait pour l'échantillonnage des isocyanates. Donc, en phase 1 du projet, on avait présenté une nouvelle technique d'échantillonnage pour les isocyanates, soit le CIP10. Bon, rapidement, la façon que fonctionne le CIP10, c'est qu'on a les aérosols ici qui sont aspirés par la cheminée ici dans le haut. Et puis, ce dispositif-là n'a pas besoin de pompe d'échantillonnage pour l'échantillonnage. Par centrifugation de la coupelle, ça vient créer sa propre aspiration. Puis l'excédent d'air est sorti par les fentes qui se trouvent ici sur le côté. Donc, ça permet l'échantillonnage en mode personnel. C'est opéré à 10 litres par minute avec une efficacité de captation de 95 % pour les aérosols de diamètre aérodynamique supérieur à 2,8 microns. Et puis nous, dans notre preuve de concept, dans la phase 1 du projet, on avait introduit l'agent de dérivation MP à l'intérieur de la coupelle dans un cosolvant, le tributylphosphate. Puis ça avait généré quand même de bons résultats. Donc je ne repasserai pas au travers de tout ce qui avait été présenté à l'époque pour la phase 1. Donc notre objectif avait été d'adapter le CIP10 pour les isocyanates, puis de comparer autant le CIP10 puis l'A7 au barboteur dans une application de pulvérisation de mousse isolante à base de MDI. Donc, les conclusions générales qu'on avait obtenues à l'époque, c'était que le CIP10 était prometteur pour l'échantillonnage d'aérosols de MDI, puisqu'il il permettait d'obtenir des niveaux comparables au barboteur. Puis, on avait aussi démontré que l'A7 sous-estimait les niveaux d'aérosols de MDI. Donc, on était quand même assez heureux avec les résultats qu'on avait à ce moment-là. Par contre, malheureusement, au même moment, on a appris que le réactif MP était banni dans certains pays d'Europe. Donc, c'est le motif piperazine, il est plus permis notamment en Angleterre plus précisément. Donc, ça nous a obligés à aller pousser un petit peu plus ce qu'on allait introduire dans le CIP10 si on voulait pouvoir utiliser cette technique-là au travers le monde.
Donc, la phase 2 du projet consistait à aller utiliser dans le CIP10 un réactif de dérivation qui était permis à travers le monde et efficace pour la mesure autant du monomère que des oligomères. Évidemment, étant donné que c'est un nouveau dérivé, il fallait développer une méthode LC-MS robuste et sensible pour le mesurer. Et puis, on voulait évidemment évaluer la performance dans des milieux réels. Donc, on a visé encore une fois les atmosphères de mousse isolante pulvérisée, ainsi que des atmosphères de liant de bois, notamment dans l'OSB que je vais présenter un petit peu plus tard. Donc, le réactif qu'on a choisi pour faire la phase 2 du projet, c'est le réactif DAN, dont son développement a été sponsorisé par III au travers du groupe de Dimitar Bello. Donc, le DAN, on voit la structure chimique qui est présente ici. Et donc, encore une fois, le DAN réagit dans l'échantillonneur avec un isocyanate pour former un urée. Par la suite, cette urée-là est ramenée au laboratoire à laquelle on va mélanger de l'acide formique qui va cycliser l'urée pour former une pyrimidone. Chaque molécule de pyrimidone formée est liée à une fonction isocyanate qui était présente dans l'échantillon. Donc, à chaque fois qu'on a une isocyanate, ça donne une pyrimidone. Donc, quelques caractéristiques du DAN. Ce que ça nous permet, ça permet la mesure des trigs. Ce qu'on appelle les trigs, c'est les groupements isocyanates réactifs total. Donc, ça permet une évaluation directe des fonctions isocyanates sans se préoccuper des espèces individuelles. Donc, on ne se préoccupe pas que ce soit un monomère, un oligomère. Ce qu'on vient mesurer, c'est la fonction isocyanate directement. Et puis ça, c'est en lien avec les effets à la santé, parce que les effets à la santé ne sont pas causés par le monomère ou l'oligomère comme tel, mais sont bien causés par la fonction isocyanate contenue dans le monomère et l'oligomère. Donc, en pouvant mesurer la fonction isocyanate, c'est en lien direct avec les effets à la santé. Cette technique-là fournit un résultat comparable à une VLE exprimée en fonction des isocyanates totales, ou encore dans un contexte de prévention pour les pays comme ici au Québec, Canada, ayant une réglementation en fonction des monomères. Donc, pour faire l'analyse de la pyrimidone, on a développé une méthode LC-MS-MS en utilisant un Xivo TQ de la compagnie Waters. On l'opérait en mode électrospray positif, en mode MRM, puis on a utilisé un standard 2 Téré qui venait corriger pour les variations dues à l'extraction, instabilité de la colonne, ionisation. Comme vous pouvez voir ici sur la droite, c'est des exemples de chromatogrammes qu'on a obtenus au laboratoire. On peut voir des pics qui sont quand même assez respectables en termes de forme et de résolution. Donc, on a décidé de valider cette méthode-là pour différentes performances analytiques qu'on valide toujours en laboratoire, soit la limite de détection, la limite de quantification, la réplicabilité sur une journée, répétabilité sur plusieurs journées et l'exactitude. Donc, comme vous pouvez voir, on est en mesure de mesurer des concentrations qui sont dans les faibles concentrations de nanogrammes par ml, ce qui équivaut environ à 0,01 microgrammes par mètre cube dans l'air pour 60 minutes d'échantillonnage à 10 litres par minute. En termes des autres paramètres, ils ont été jugés acceptables pour poursuivre avec la méthode analytique. Puis on a par la suite appliqué cette méthode-là pour les analyses terrain. Donc, encore une fois, pour cette phase-là du projet, on a répété un petit peu les comparaisons qu'on avait faites dans la phase 1. Donc, dans notre chambre de simulation chez la compagnie Majo, où est-ce qu'on a mis des rideaux de plastique sur les murs d'une pièce, et puis qu'on a mis des panneaux de plywood à l'intérieur de la pièce sur laquelle allait être appliquée de la mousse isolante MDI par un pulvérisateur professionnel. Et puis, on avait introduit dans le milieu de la pièce une jarre d'échantillonnage que je vais présenter dans la diapositive suivante. Donc, la jarre d'échantillonnage, vous avez les dimensions ici, là, était compatible pour tous les dispositifs d'échantillonnage qu'on avait à tester. Elle pouvait contenir jusqu'à 10 dispositifs en parallèle à des débits variables. Et puis, elle est conçue pour permettre une atmosphère homogène. Donc, chaque dispositif d'échantillonnage était exposé à la même concentration.
Donc ici, on présente les résultats qu'on a obtenus pour de différentes séries de tests de comparaison. Comme vous pouvez voir, le point noir représente la concentration obtenue pour les barboteurs. Le point blanc, le cercle blanc représente la concentration obtenue pour le CIP10 contenant le MP. Et puis le triangle blanc, c'est les concentrations pour le CIP10 mais contenant le DAN. Donc, dans un premier temps, on peut voir qu'une fois de plus, le CIP10 contenant le MP donnait des concentrations du même ordre de grandeur que les barboteurs. Donc, on a réussi à recréer ce qu'on avait obtenu en phase 1. Par contre, on peut voir que les niveaux de CIP, obtenus avec le CIP10 DAN sont quand même supérieurs à ceux-là des méthodes de référence. Puis ça, on peut quand même l'expliquer de façon assez directe, c'est que la méthode de référence va donner une concentration en fonction du monomère et des plus petits oligomères, tandis que le DAN, lui, peut aller chercher les fonctions isocyanate contenues dans les plus grands oligomères et dans le prépolymère aussi. Donc, ce qui conduit à une concentration plus élevée d'isocyanate mesurée. On peut aussi s'apercevoir qu'il y a une différence entre la journée 1 et la journée 2 d'échantillonnage. Il semble avoir une différence moindre la journée 2, mais ça, c'est parce qu'il y a eu une perte d'échantillon dans le CIP10 avec la méthode DAN. Le co-solvant pour le DAN, c'est du DMSO. Ce qui se produit, le DMSO est hygroscopique, en présence d'humidité, il va absorber l'eau. Puis l'humidité était plus élevée la deuxième journée d'échantillonnage, donc les CIP10 ont absorbé beaucoup d'eau, puis ils ont débordé, ce qui a conduit à une perte d'échantillon. Donc on peut déjà voir une première limite là, de l'approche DAN due au co-solvant qui est utilisé. Puis on va l'investiguer un petit peu plus au travers des prochaines diapositives aussi. Donc, suite à cet échantillonnage-là en milieu simulé, on a quand même été intéressé d'aller tester aussi les CIP10 dans des atmosphères réelles. Donc, vous pouvez voir qu'on est allé dans deux maisons différentes où est-ce qu'il y avait de la mousse MDI qui était appliquée. Une première maison qui était en construction, puis une deuxième maison qui était en rénovation. Donc, on a prélevé des échantillons autant ambiants que personnels dans ces milieux-là. Et puis, vu qu'on échantillonnait en mode personnel, on n'a pas pu utiliser les barboteurs comme méthode de référence. On a utilisé les CIP10 MP, puisqu'ils donnaient des concentrations de toute façon équivalentes à ce que le barboteur donnait dans tous les tests préalables qu'on a faits. Donc, on les a jugés utiles comme méthode de référence. Donc, vous pouvez voir ici, on présente les résultats autant ambiants que les résultats en mode personnel. Vous avez en rouge les résultats de la méthode de référence et puis en vert les résultats de la méthode DAN. Comme vous pouvez voir de façon générale, le DAN a donné encore une fois des résultats plus bas que la méthode de référence. Puis encore là, on attribue cette différence-là à une perte d'échantillon. L'humidité était quand même assez élevée durant les journées d'échantillonnage, ce qui a fait que tous les CIP10 ont débordé. Donc, par contre, le CIP10 contenant le MP a su donner des niveaux là, quand même assez importants auxquels on était en mesure de s'attendre aussi de par le procédé impliqué. Par la suite, on est allé aussi tester les CIP10 dans une usine de OSB. Donc, on a prélevé seulement des échantillons ambiants dans cette usine-là. On avait placé les échantillonneurs à la fin de la ligne de mise en forme. Puis, dans ce cas-ci, on avait utilisé comme méthode de référence des fils de 13 mm imprégnés avec du MP. Puis, je tiens à rappeler que la distribution granulométrique est inférieure à 1 micron dans ce cas-ci, ce qui va vous permettre de comprendre les résultats que je vais présenter dans la prochaine diapositive. Donc ça, c'est les résultats qu'on présente. Vous avez en noir le point noir qui est la méthode de référence. Vous avez le point blanc qui est la méthode CIP10MP et le triangle encore qui est la méthode de DAN. Comme vous pouvez voir, tout ce qui a été prélevé avec le CIP10 a sous-estimé les concentrations par rapport à la méthode de référence. Donc ça, on l'explique quand même de façon assez directe.
avec le fait que c'est difficile d'échantillonner des particules ou des vapeurs qui sont inférieures à 2,8 microns avec un CIP10. Donc, c'est ce qu'on a obtenu. On a émis certaines conclusions de ça, mais avant de passer aux conclusions, je voudrais parler des retombées qu'a eu le projet. La comparaison les différentes comparaisons qu'on a obtenues ont été présentées sous forme d'affiches à l'ASMS. Puis on a aussi fait 2 présentations orales de ces résultats-là au poste ASMS qu'il y a eu au niveau canadien, soit à Montréal et Toronto. Il y a eu 2 publications scientifiques qui ont été produites. Une première concernant la méthode de laboratoire qui avait été implantée au laboratoire. Et puis une seconde qui montrait la comparaison, là, autant dans un milieu simulé qu'en milieu réel avec les CIP10. Puis finalement, on a aussi une phase 3 qui a démarré sur le projet, qui est financée par III, puis qui va viser l'évaluation et de l'efficacité de captation de différents systèmes de prélèvement pour les vapeurs d'isocyanate. Donc, on est intéressé à pousser un petit peu plus l'expérience qu'on a fait avec l'OSB, à savoir si le CIP10 est efficace pour les vapeurs. Puis, en même temps, on va tester d'autres formules pour le DAN. Donc, je ne vous vendrai pas la mèche tout de suite, là, mais il y a d'autres formules qui sont testées pour le DAN pour voir s'il pourrait être efficace dans d'autres systèmes de prélèvement autres que le CIP10. Donc, en conclusion, on a développé une méthode LCMS qui était quand même robuste et sensible pour l'analyse de la pyrimidone, qui est l'analyte lié au réactif DAN. Le réactif DAN s'est quand même montré utile et fonctionnel. On a réussi à transformer un isocyanate en pyrimidone, ce qui veut dire que le réactif remplit sa fonction. Par contre, le cosolvant qui était utilisé dans le CIP10 avec le DAN, le DMSO, semble limiter un petit peu l'approche. Donc, on croit que le DAN devrait être utilisé dans un système de prélèvement sans solvant. Par contre, le CIP10, on a pu voir que quand il était utilisé dans un média d'échantillonnage adéquat, comme le TBP, le tributylphosphate EMP, qui démontrait une façon innovatrice et efficace d'échantillonner les aérosols de MDI. Par contre, le CIP10 a probablement atteint sa limite avec le procédé d'OSB, où est-ce que des particules en bas de 2,8 microns étaient présentes, ce qui est plus difficile à échantillonner avec le CIP10. Pour terminer, j'aimerais remercier différentes personnes au laboratoire qui ont été impliquées de près ou de loin dans le projet, soit Claude, Pierre et Jacques pour leur conseil judicieux. Évidemment, je veux remercier Isolation Majot et Frères et Norbord qui nous ont ouvert leurs portes pour faire les échantillonnages terrain. Et évidemment, je remercie l'IRSST et III pour le support instrumental et financier.